Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons venir résumer le premier cours magistral euh, de personnalité, tout simplement. Alors je sais que pour ce cours, on n'a pas de diaporama, du coup j'avoue que pour la rédaction tout simplement de mes petits résumés, c'est un peu plus complexe que d'habitude, mais j'essaie quand même de faire un travail, disons, un peu qualitatif quand même. Bon, sur ce, je ne m'attarde pas plus sur cette introduction et on commence tout de suite. Alors, l'étude de la personnalité appartient au domaine de la psychologie différentielle. Ce domaine cherche à rendre compte de ce qui différencie les individus les uns des autres. On peut voir ce domaine comme l'opposé de la psychologie sociale. Alors, au sens où, selon moi, la psychologie sociale, c'est l'étude de phénomènes qui, au contraire, euh, rassemblent, qui se produit en fait pour tout le monde finalement. J'avais pris l'exemple ici, entre parenthèses, de la désindividualisation. Et oui, voilà, la psychologie sociale, c'est en fait, ça cherche plus, pour moi, c'est plus ce qu'il y a en commun entre tout le monde, avec notamment la psychologie sociale qui pense, on verra plus tard qu'en fait, c'est la situation qui induit le comportement, en fait, vous voyez. Et non pas, par exemple, une certaine personnalité qui viendrait moduler le comportement de la situation. Alors, dans l'ensemble des cours magistraux, nous nous attarderons sur enfin, les cours magistraux et du coup des résumés pour ma part, nous nous attarderons sur la personnalité dite normale, c'est-à-dire non pathologique, ainsi que sur le développement et la mesure de la personnalité. Au travers de l'étymologie du mot personnalité, différentes caractéristiques peuvent déjà être induites. La personnalité vient du latin persona, désignant les masques que portaient les comédiens dans les théâtres antiques. Ces masques étaient limités, exprimaient une émotion, et étaient portés par un même acteur tout le long de la pièce. On peut faire le lien avec le nombre limité de types de personnalités, son côté stable et son lien avec les émotions. Donc en fait, voilà une caractéristique du masque, une caractéristique de la personnalité. La personnalité est quelque chose de très présent dans notre quotidien. Elle nous permet de créer des représentations mentales des autres à partir de descriptions, ainsi que de parfois prédire les comportements émis selon la personnalité. Par exemple, en ayant une représentation mentale d'une personne, en ayant des connaissances globales sur sa personnalité, on peut par exemple essayer de prédire comment elle va réagir face à un certain événement, ou est-ce qu'un un événement va lui plaire, par exemple. Et du coup, si on se pose cette question-là, ben, on utilise justement la description qu'on a de la personne, enfin les caractéristiques qu'on connaît d'elle, du coup on utilise sa personnalité pour essayer de prédire justement ce comportement, enfin sa réaction plutôt. Alors l'étude de la personnalité est là pour expliquer, donner des mots et des modèles à ce que nous vivons au quotidien finalement. Alors malgré de nombreuses définitions existantes en fonction des auteurs, des points de convergence pour définir la personnalité existent. La personnalité est une organisation d'éléments dynamiques, créant des comportements d'origine psychologique, mais basés sur la physiologie. Autrement dit, une part biologique génétique qui joue un rôle dans la personnalité, autrement dit. Alors elle est aussi une force physique que nous contenons ou non, que nous contenons en nous plus ou moins, responsable de nos comportements, et notamment de patterns persistants et récurrents. Donc ça, la personnalité, c'est l'idée qu'on a des comportements persistants et récurrents, et donc prédictibles. Pour finir, la personnalité peut s'exprimer aussi au travers de nos pensées et raisonnements. Donc autrement dit, la personnalité joue sur nos comportements, nos pensées et nos raisonnements. Donc là, c'est différentes perceptions, c'est différentes façons qu'on peut percevoir la personnalité. Alors un pattern de réponse dépend de la situation. Ainsi, on peut avoir des différences comportementales très différentes. C'est un peu redondant ce que je viens de dire là. Bref, on peut avoir des différences comportementales selon notre entourage. Donc, par exemple, on ne se conduira pas de la même façon face à nos amis, face à notre famille ou face à notre patron, sans pour autant avoir un trouble de la personnalité. En fait, dans la personnalité, c'est une situation identique qui entraînera un comportement identique qui varie selon la personnalité de l'individu. Donc il y a l'idée en fait que si la situation est toujours la même, et que toi tu as une personnalité dite normale, bah il n'y a pas de raison que tu aies deux comportements différents. Et ce comportement est induit par, en partie, ta personnalité.
La personnalité que nous étudions ici a une définition bien loin de celle du langage commun. Donc, par exemple, quand on dit qu'une personne a une sacrée personnalité, c'est au sens où elle est audacieuse, courageuse ou quelque chose comme ça, c'est un peu... euh, enfin, c'est presque une qualité qu'on lui donne. Ou au contraire, quelqu'un qui n'a aucune personnalité, c'est quelqu'un qui change tout le temps d'avis, qui n'a pas d'opinion finalement, qui est toujours d'accord avec ce que l'autre dit. Bref, là au contraire c'est plus péjoratif, mais en tout cas on est loin de la définition de la personnalité comme quoi c'est un ensemble d'éléments dynamiques qui vont venir euh, créer des comportements, des pensées, des raisonnements. Alors les différents modèles sur la personnalité décrivent celle-ci en se basant sur les différences entre les individus. Autrement dit, c'est en étudiant les différences entre les individus qu'on a créé divers modèles. Donc en fait c'est comme la description physique où en fait lorsqu'on s'intéresse à la personnalité des gens, on va s'intéresser à ce qui les différencie d'autrui. Et donc le lien avec la description physique, c'est typiquement lorsqu'on se décrit physiquement, on va dire ce qu'on a de différent comparé à la majorité. Par exemple, la taille, il y a peu de monde qui aura exactement la même taille que toi, ou la couleur des cheveux, il n'y aura pas tout le monde qui aura la même couleur de cheveux que toi. Euh, on va pas se décrire sur des choses que tout le monde a comme nous, en fait, donc on va pas dire qu'on a deux jambes, deux bras. C'est inutile parce que tout le monde euh, enfin presque tout le monde possède deux bras et deux jambes. Alors ces modèles sont tous composés d'un certain nombre de dimensions, eux-mêmes composées de traits. Donc là c'est l'idée d'inclusion, donc on a déjà la personnalité qui est composée de différentes dimensions. Donc sur le modèle il peut y en avoir 2, 3, 5, 16, et eux-mêmes composés de traits, donc le trait, voilà, ensemble de traits pour une dimension, ensemble de dimensions pour la personnalité. Alors le modèle dominant depuis les années 90 est celui du Big Five, comportant comme dimension l'ouverture, la conscienciosité, aussi appelée la conscience, c'est plus simple à prononcer, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Du coup, ça fait un petit acronyme, le Océan. Je rappelle, névrosisme, c'est un peu instabilité émotionnelle, susceptibilité à ressentir des émotions négatives, etc. Chacune de ces dimensions comporte à son tour des traits, 6 traits, pour être précis, 6 traits différents. Donc par exemple, on a la confiance aux autres, l'altruisme et la modestie qui appartiennent à la dimension de l'agréabilité. Donc la personnalité peut être étudiée car celle-ci est stable, une condition sine qua non à la recherche scientifique. Malgré sa stabilité, donc c'est vrai que c'est un peu ambivalent, la personnalité est aussi un phénomène dynamique. En effet, des événements de vie peuvent venir au cours de notre vie, ouais, c'est encore une répétition, modérer ou amplifier certains de nos traits. De plus, le travail sur soi reste possible. Donc c'est encore l'idée de inné acquis qu'on va un petit peu parler un tout petit peu plus tard. On observe cependant des changements parfois brutaux et durables de personnalité, par exemple dans le cas d'un PTSD. Des effets générationnels sont aussi présents où, par exemple, les adolescents sont, par rapport aux adultes, plus extravertis et ont aussi un plus grand névrosisme. Autrement dit, une certaine stabilité émotionnelle. Donc, la stabilité émotionnelle, c'est une part de ce qui définit le névrosisme, quoi. Alors, les 3 buts principaux de l'étude de la personnalité sont, et pas est, sont la description et l'explication de celle-ci, ainsi que la capacité à prédire des comportements suivant la personnalité observée. La description d'une personnalité passe principalement par la distinction avec autrui. Donc, je rappelle différenciation. Donc, c'est quand une personne, comme pour le physique, oui, voilà, c'est quand une personne se décrit, elle va décrire ce qui la distingue des autres. Alors, on ne s'intéresse pas aux points communs dans notre description. De nombreuses descriptions ont dû être faites pour généraliser et différencier les différents types de personnalités existants. Autrement dit, les statistiques sont aussi de rigueur dans l'étude de la personnalité. Alors l'explication de l'étiologie de la personnalité a été débattue au cours de l'histoire, donc entre l'inné et l'acquis, autrement dit, est-ce que c'est l'environnement qui module notre personnalité ou est-ce que c'est l'inné, donc c'est-à-dire une partie biologique et génétique, même si aujourd'hui en fait les 2 composantes sont acceptées. Donc c'est encore l'idée de stable et dynamique, stable par le côté biologique, génétique, et dynamique par le sens où l'environnement peut venir jouer dans la modération ou l'amplification de certains traits de notre personnalité.
Alors les trois méthodes scientifiques principalement utilisées sont l'étude de cas, la méthode corrélationnelle et la méthode expérimentale. Alors l'étude de cas, euh, attendez, ouais, je me suis perdu, pardon. Oui, l'étude de la personnalité possède une approche nomothétique impliquant un grand nombre d'individus. Elle rechigne donc l'étude de cas qui ne permet pas de tirer des lois généralisables. Donc nomothétique, voilà, c'est quand on s'intéresse, on veut prendre un grand nombre d'individus pour en tirer des lois. Au contraire, en clinique, l'approche individuelle, donc c'est-à-dire idiographique, est préférée. Donc on s'intéresse au cas en face de nous pour l'aider du mieux qu'on peut, l'anamnèse, etc. Alors du coup, là on va pas beaucoup parler de l'étude de cas au sens où elle est plutôt rechignée dans l'étude de la personnalité. Du coup, on va maintenant se pencher sur la méthode des corrélations, qui est la plus utilisée dans l'étude de la personnalité. Elle permet de mesurer un lien allant de moins à 1 entre différentes variables. Bien évidemment, des échantillons différemment suffisamment imposants sont nécessaires à la création de corrélations plus solides et généralisables. Donc autrement dit, si c'est un échantillon de 10, ça va être compliqué de dire il y a un lien entre tel trait, ou il y a une absence de lien entre deux traits. Bref, le but pour avoir des corrélations solides, c'est d'avoir des gros échantillons. Et surtout cohérents dans le sens où il y a une bonne répartition, par exemple, des sexes, etc. Alors l'analyse factorielle est souvent utilisée au vu du nombre conséquent de variables comparées. Donc on rappelle qu'il y a 30 traits pour le Big Five, et si jamais on veut chercher à faire des corrélations entre ces 30 traits, bah ça va faire beaucoup de corrélations au sens où on doit comparer le trait 1 au trait 2, le trait 1 au trait 3, etc. Après le trait 2 au trait 1, le trait 2... Enfin non, enfin vous voyez trait 2 au trait 3, trait 2 au trait 4, après trait 3 au trait 4, trait 3 au trait 5. Vous voyez, ça fait énormément jusqu'à trait 29 à trait 30, quoi. Donc c'est... Donc l'analyse factorielle est juste gigantesque. Je préfère mieux ne pas imaginer. La taille des calculs. Alors ainsi, on peut essayer, au travers de cette méthode, de généraliser des liens qui existeraient entre différents traits. Ces liens peuvent être positifs, donc par exemple entre le trait dépression et le trait anxiété, pas confondre avec les troubles. Donc il peut y avoir un lien négatif, par exemple entre le trait dépression et le trait compétence, ou simplement inexistant, donc il n'y a aucun lien entre le trait dépression et le trait recherche de sensation, qui appartient à la dimension de euh, l'extraversion, c'est comme ça qu'on dit, oui. L'extraversion, oui, je crois. Ou l'extravertivité, non. Bref, la dimension des extravertis. Alors, la limite de cette méthode est l'impossibilité de prouver un lien de causalité entre deux variables, contrairement à la dernière méthode, à cause d'une absence de sens. Autrement dit, corrélation n'implique pas la causalité. Donc en fait, lorsqu'on sait qu'il y a une corrélation forte entre deux variables, on ne peut pas dire le sens, donc lequel provoque l'autre, ou tout simplement si même une provoque l'autre. Alors, on a pour finir la méthode expérimentale qui permet de trouver un lien de causalité au travers de variables, donc là c'est VIVD, ça on l'a déjà vu plein de fois, qui sont modifiées ou pas en contrôlant un maximum d'autres variables possibles. Donc les variables possibles, les variables contrôlées, on essaye d'avoir le moins en fait de variables secondaires ou de variables parasites dans l'étude. Et quand je disais ou pas, c'est parfois lorsque, dans certains cas en fait, on peut manipuler la VI et que étonnamment la VD ne soit pas, n'ait aucune modification. Donc dans ce cas-là, la VI n'aura pas d'effet sur la VD. Alors cependant, la causalité n'est jamais sûre dans le sens où les variables sont endogènes, autrement dit invoquées dans les études sur la personnalité, au sens où tu peux pas la créer par toi-même, la personnalité de quelqu'un. Là, ça serait provoqué, vous voyez. Et donc là, en fait, on avait l'exemple oui, de l'anxiété corrélée à la dépression, au sens où on fait une étude avec un groupe d'anxieux et un groupe de non-anxieux, qu'on met dans une certaine situation, et il y a un comportement qui se produit typiquement pour le groupe anxieux. Donc on pourrait croire que c'est l'anxiété qui conduit à un comportement spécifique pour le groupe des anxieux, alors qu'en réalité, vu que l'anxiété est corrélée à la dépression comme on l'a vu juste avant, ça se peut que ce soit pas le trait d'anxiété, mais le trait de dépression qui provoque ce comportement. Donc c'est l'idée qu'on n'est jamais sûr, vu qu'il y a des liens entre les variables et que c'est pas toujours simple de contrôler toutes les variables qui peuvent apparaître dans le cas de variables invoquées tout simplement.
Alors en personnalité, il est bien difficile de provoquer un trait de personnalité. Un certain manque d'éthique sera présent si on manipule un individu depuis son enfance pour le rendre anxieux. Donc oui, là ça serait provoqué si on rendrait volontairement un individu uniquement anxieux. Et encore, il faut réussir à le faire, à le rendre qu'il ait uniquement le trait anxiété, mais pas le trait dépression, alors que les deux sont corrélés. Vous voyez, c'est la personnalité, c'est un peu compliqué à étudier finalement. Alors pour finir ce résumé, la personnalité peut être évaluée par observation ou par des tests. Alors l'observation doit être rigoureuse, elle peut être directe ou dirigée, donc ça correspond à un entretien libre ou un entretien structuré dans la clinique, quoi. Des indices comportementaux peuvent aussi être observés. Cette évaluation est cependant complexe et longue, au sens où tu fais un individu par un, tu regardes tous ses comportements, etc. Donc globalement, ça va être compliqué de faire des généralisations si tu passes ta vie à observer un individu un par un. Donc pour finir, on parle un tout petit peu du test, parce qu'on avait un peu fini là-dessus, on s'était un peu coupé dans l'élan au vu de l'heure. Et donc le test est un instrument de mesure qui permet de mesurer les diverses dimensions psychologiques tirées des dimensions théoriques associées. Donc autrement dit, il y a des dimensions théoriques, donc avec le Big Five, ouverture, conscienciosité, etc. Donc on va après créer des items liés à chaque dimension, autrement dit. Et donc un test doit être standardisé, donc autrement dit, les conditions de passation, la situation dans laquelle on passe le test est toujours la même pour être sûr que c'est bien c'est bien ce qui est mesuré, qui est modifié, enfin qui provoque, enfin plutôt comment dire, oui, c'est la personnalité qui modifie les changements de mesure tout simplement et non pas la situation. Vous voyez, c'est l'idée qu'en fait il ne faut pas que la situation de passation, la situation dans laquelle on passe le test, ait un rôle dans les résultats tout simplement. Sinon là ça vient justement parasiter les résultats. Et un test se doit aussi d'être sensible, autrement dit, de différencier les individus des uns et des autres. Donc là, elle avait donné un exemple, si elle inventait un test de mémoire et que tout l'amphi avait 10, bah c'était de la merde parce que c'est pas possible qu'on ait tous les mêmes capacités. Et voilà, c'est tout pour ce premier résumé, alors j'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.